Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Déclic. Aujourd'hui, on va faire le tour de toutes les annonces qui ont été faites lors de la dernière Google I/O. C'est juste après l'intro, c'est parti. Allez les amis, on est parti. Du coup, je partage mon écran. On attaque aujourd'hui. J'ai l'impression que des fois mon micro part en... Waouh, le son de mon micro des fois part beaucoup trop fort. Je suis désolé, j'essaye de faire au mieux là, mais non, ça a l'air bon là. 1, 2, 1, 2, là ça a l'air mieux. Alors, aujourd'hui on va attaquer avec un article du blog du modérateur. Ils ont fait une série d'articles qui est très très bien, le blog du modérateur, du coup on va principalement se baser là-dessus. Donc une série d'articles qui en fait va résumer plus ou moins tous les impacts de la Google I/O, tout ce qui a été annoncé, qui va nous impacter nous au niveau du web. Donc on va commencer d'abord avec la partie recherche en ligne. Donc effectivement Google a été très très attendu, on va dire, sur la partie intelligence artificielle et du coup propose en fait une espèce de... explique en quelque sorte le futur de son moteur de recherche et comment est-ce que les choses vont évoluer à ce niveau-là, au niveau de l'expérience utilisateur. Vous allez voir qu'il y aura pas mal de changements. Au niveau du son, si jamais vous voyez quelque chose de bizarre, si c'est le micro ou la musique est trop fort, n'hésitez pas à me le dire parce que j'avoue qu'il y a des comportements un peu random ce matin. On enchaînera du coup avec un autre article qui lui va plus brosser la partie Bard. Donc Bard qui est l'équivalent de ChatGPT, mais le concurrent on va dire de chez Google. Donc ils ont annoncé un petit peu toutes les nouveautés qu'il allait avoir à ce niveau-là. Après on parlera de Duet AI qui est un peu l'équivalent, le pendant de Microsoft Copilot. De toute façon, voilà, sachez que lors de cette conférence, surtout sur la partie IA, pas mal de... En fait, ils étaient très très attendus pour voilà, essayer de répondre un peu à OpenAI et à Microsoft. Donc souvent, il y a un concurrent en face d'un autre pour telle ou telle feature. Donc on parlera effectivement de ça. Ensuite, on va enchaîner avec une feature aussi qui n'était pas spécifiquement attendue mais plutôt intéressante, l'évolution de Google Maps avec une vue immersive 3D. Je crois qu'ils avaient déjà un peu évoqué le truc, mais là je vous montrerai des images, c'est assez fifou, c'est vraiment pas mal, ça donne très très envie. Et donc du coup ça nous permettra de brosser un peu toute la partie Google I/O. On aura une autre actu plus ou moins en lien avec Google. On va parler de AdBlock, plus généralement de tous les bloqueurs de publicité sur YouTube qui risquent d'en prendre un coup, et YouTube risque de changer leur politique en fait je dirais leur politique de blocage de pub parce que la moula, hein, donc voilà, ils ont cruellement besoin de faire grossir leurs revenus, et je pense que tout ce qui est blocage de publicité, ça leur fait perdre énormément. Ensuite, on enchaînera, donc ça c'est un article de Presse Citron, on enchaînera sur un autre article de Presse Citron qui parle d'un petit scandale, entre guillemets, des personnes qui auraient relevé, notamment un ingénieur de chez Twitter, que son micro a été utilisé de façon un peu sporadique, on va dire, par WhatsApp sur son Android. Donc voilà, je vous résumerai un petit peu l'enquête. Et ensuite, on terminera sur un article hyper intéressant. Hyper intéressant, je trouve, parce que ça risque d'avoir beaucoup d'impact. Un article de l'usine digitale qui parle d'Amazon, qui lance Amazon Anywhere, qui serait en fait une nouvelle proposition d'Amazon encore. Amazon s'étendrait dans les mondes virtuels entre guillemets et les jeux. Donc concrètement, ils lancent une solution d'achat in-app, on va dire. Et donc il y a un jeu qui s'appelle Peridot, qui est un genre de, vous voyez Pokémon Go, un peu le jeu de Niantic qui permet de se balader, de capturer des Pokémon. Ils ont sorti un nouveau jeu qui s'appelle donc Peridot. Je vous montrerai des images, qui permet d'avoir en fait un Tamagotchi un peu virtuel. Et la première boutique, donc Amazon Anywhere, a été lancée pour acheter. C'est un peu l'équivalent quand vous jouez à Fortnite ou ce genre de choses. Vous avez des boutiques pour acheter des skins. Là c'est pareil, mais ça va être directement en fait géré par Amazon. Et je crois qu'on peut même acheter des vrais comment dirais-je, c'est pas que des items virtuels, ça peut être aussi des choses IRL. Donc voilà, très intéressant je pense cet article, on en reparlera. Voilà en gros pour le programme les amis. Je regarde qui c'est qui est arrivé. On a Xavier qui est là, coucou à toi, comment ça va Xavier?
Qui c'est qui est encore arrivé? Mokuji, coucou à toi. Lamp Master. Hello, le SEO va mourir là, non? Bah, je sais pas. Est-ce que le SEO va mourir? C'est un peu la question que tout le monde se pose. C'est quid de comment est-ce que ça va évoluer à ce niveau-là? J'ai quand même la sensation que autant ça va fluidifier pas mal d'expériences, autant étant donné qu'en plus ils arrivent à détecter, visiblement il y a des moyens de détecter si tes contenus ont été générés par une intelligence artificielle ou pas. Ben voilà, je pense qu'il y a quand même ça, ils vont quand même favoriser le contenu créé par humain, à mon avis. C'est ce qui semble être plus ou moins annoncé, on va dire, en quelque sorte. J'ai pas ma petite console sous les yeux. Alors attendez 2 petites secondes. Je mets la console et comme ça après je serai tranquille. Tac. Bon, le son a l'air à peu près bon. Si je regarde mes retours. Ah, c'est terrible. Là, ces derniers temps, il y a eu vachement de mises à jour et je pense que ça m'a fait, des petites complications. Alors, tac, tac, voilà. Xavier, je prends ma dose d'actu au calme avant de commencer le taf. Ah, bah tu vois, moi hier soir, j'ai pris ma dose de no-code quand t'étais en stream. Donc c'était très cool. J'ai découvert Xano, alors qui apparemment était une évidence pour tout le monde. J'avais déjà entendu parler de ce nom, hein, je vais pas vous mentir, mais j'avais jamais vu concrètement Xano, qui est en fait un moyen de gérer vos bases de données, mais sauce no code, on va dire. Hyper intéressant. Et du coup, je me suis farci une vidéo là-dessus qui comparait entre Firebase, Supabase et Xano. Voilà, donc j'ai appris pas mal de choses. Xavier qui met, c'est pas super fiable le fait de reconnaître si un texte est fait en IA ou pas aujourd'hui. D'accord, c'est pas. Ouais, ils ont le moyen, mais c'est pas sur 100%. Ok, bon, ça va venir. Franchement, je pense que c'est vraiment une question de temps. Backend as a service. Ok, c'est le terme. Ouais, aujourd'hui, il y a tout as a service. Il y aura bientôt des streamers as a service. Ok, bon, les amis, c'est bon. J'ai ma petite console sous les yeux. On peut attaquer. On démarre du coup avec ce premier article que je vais lire. N'hésitez pas évidemment à réagir dans le chat et puis je reviendrai sur vos réactions juste après. Donc premier article du blog du modérateur qui nous dit Google dévoile le futur de la recherche en ligne, l'IA au premier plan. Donc pour vous remettre dans le contexte, il y a eu un événement, la Google I.O., qui est donc une espèce de conférence annuelle dans laquelle Google annonce un peu toutes ses nouveautés à venir. Et donc ça a eu lieu, c'était pas hier, c'était avant-hier, je crois. Voilà, c'était avant-hier. Et donc il y a eu pas mal de nouveautés, alors hardware, des nouveaux téléphones, des nouvelles tablettes, tout ça. Ça c'est moins notre typologie, on va dire, de sujet. Moi je vais plus me focus sur la partie qui va nous impacter pour nous, acteurs du web et du digital, même si évidemment des nouveaux hardware ça nous impacte aussi, mais on va plus se focaliser, on va dire, sur les solutions purement, enfin voilà, les choses en lien avec le web qui vont nous impacter. Donc la première chose, puisqu'évidemment ils étaient très très attendus sur la partie IA, sur la partie intelligence artificielle, la première chose dont on va parler, c'est le futur de la recherche selon Google. Comment est-ce qu'ils pensent faire évoluer leur moteur de recherche à l'avenir? Et donc l'article dit ceci: à l'occasion de sa conférence annuelle Google I.O., la firme américaine a fait de nombreuses annonces, mais elle n'a pas oublié ce qui a fait son succès, son moteur de recherche. En Californie, puis dans un blog post, Google a dévoilé ce à quoi ressemblera notre future expérience de recherche en ligne, avec bien sûr l'intégration de l'intelligence artificielle générative en première ligne. Alors, vous allez attendre beaucoup le mot intelligence artificielle et le mot Google, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Cette Search Generative Experience, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Salut Toine, comment ça va? Oh, t'arrives tôt ce matin, c'est cool, tu vas pouvoir profiter de toute l'actualité. Donc cette Search Generative Experience, qu'ils appellent donc, expérience de recherche générative, se pense comme une véritable transformation de notre recherche avec Google. Alors c'est cool parce qu'il y a plein d'exemples qui illustrent, comme ça on pourra voir un peu la tête que ça va avoir. Alors d'abord, premier point, l'IA générative transforme la recherche Google.
pour démontrer comment l'IA va transformer notre façon de rechercher en ligne, Google a pris un exemple simple, celui d'une personne souhaitant savoir lequel des deux parcs est le plus adapté à une famille avec de jeunes enfants et un chien. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Aujourd'hui, plusieurs recherches seraient nécessaires. Il faudrait trouver les informations pratiques de chacun des deux parcs, leur réglementation quant aux chiens, les infrastructures adaptées aux enfants, ou encore des avis de précédents visiteurs. Ça, vous savez, ça me fait tout à fait penser quand ils ont justement sorti là le... Au début, on avait ChatGPT classique, et puis après, il y a eu la... Comment ça s'appelle c'est pas Open... comment il s'appelle celui-ci? C'était une autre version là. C'est pas OpenGPT ou un truc comme ça, je sais plus. Bref, où en gros, il y avait cette notion de dire, plutôt que de faire chacune des étapes, en fait, on lui donne un but et c'est lui qui fait les étapes intermédiaires. J'ai l'impression que ça, c'est quelque chose d'assez récurrent qui revient. Donc, demain, Google propose que l'IA générative fasse tout ce processus pour vous. Donc d'aller rechercher, comme il l'a expliqué précédemment, en posant la question dans son intégralité directement dans la barre de recherche de Google. L'IA répondra par un résumé des informations clés, si ces parcs autorisent les chiens, quels services et activités sont disponibles, mais également des liens vers des sites officiels ou pertinents. Donc là on voit un exemple, on voit un peu la tête que ça va avoir, où effectivement il y a la question What's better for a family with kids under 3 and a dog, blablabla, blablabla. Et donc il y a une partie, je pense qu'il y aura toujours la partie résultat dont on a l'habitude, mais en plus de ça, il va y avoir une partie dédiée IA et générative, où on va vous répondre un peu avec cette notion de contexte, et puis on verra juste après dans l'article, il y a cette notion de Ask Follow-up, donc le follow-up qui permettra de conserver le contexte de votre question. AutoGPT, c'est ça, Atomisty, merci beaucoup. Donc le follow-up qui est la notion de pouvoir surenchérir et repréciser un peu votre question en conservant le contexte. Voilà. Donc ça va faire partie des nouveautés un petit peu du moteur de recherche. Donc c'est ce que dit l'article suivant. Sous cette réponse qui se veut tout en un, Google vous proposera d'autres questions liées à votre recherche initiale, mais surtout vous pourrez ajouter un follow-up, un complément à votre recherche en posant une ou plusieurs autres questions. Vous entrerez alors dans un autre mode conversationnel avec l'IA où le contexte de la requête initiale sera conservé pour que les résultats soient les plus pertinents et personnalisés possibles. Donc voici un exemple de recherche Google avec Search Engine Experience. Donc il nous montre, c'est une petite vidéo qu'on peut lire. Donc voilà, là c'est je veux en fait une enceinte, un speaker Bluetooth, une enceinte Bluetooth pour une pool party, donc voilà, pour mettre au bord de la piscine, on va dire. Donc il y a les résultats classiques, il y a tout ce qui est en haut on a vu tous les résultats sponsorisés, donc plus pour de l'achat. En bas, les résultats Google classiques. Et entre, on a une partie générative où, en gros, voilà, ils vont vous contextualiser un petit peu et puis vous rappeler tous les critères en fait, que vous souhaitez avoir. Donc, ils disent quand vous choisissez une enceinte Bluetooth pour une pool party, vous pouvez considérer les facteurs suivants: la batterie, combien de temps est-ce que ça dure, la résistance à l'eau, la qualité du son, etc. Et du coup, fort de tous ces critères, on va dire, importants, bim, voilà un peu les résultats qu'on vous conseille. Voilà. Donc, il y a une vraie notion de contexte et d'extrapolation, on va dire, c'est-à-dire, on va interpréter un peu tout ce que vous, je dirais, toutes les caractéristiques de la question que vous posez. Ça va pas être simplement une réponse bête et méchante, et on va essayer de se dire ok, la personne a besoin de ça, ses critères c'est ça, un peu comme le ferait un vendeur quand vous arrivez en boutique, qui va essayer d'aller deviner un peu les critères importants, parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de produit hormis quelques exemples des gens qui vendent un produit unique, mais quand vous avez des gammes de produits, vous avez des besoins différents, donc le vendeur ou la vendeuse va essayer d'aller chercher un peu vos besoins et de mettre quelque chose en face. Là c'est un peu pareil, c'est la même démarche qui va être faite, et donc on aura les résultats, et ensuite le fameux follow-up qui est juste en bas. Je crois qu'il y a une autre vidéo qui nous montre un peu comment ça marche. Donc ça c'est un peu le futur de Google, c'est un peu le futur du moteur de recherche, comment est-ce qu'il le voit. Donc si je continue un petit peu l'article, ils mettent... donc pour la partie expérience d'achat, Google souhaite parallèlement que son IA générative intégrée au moteur de recherche propose une nouvelle expérience d'achat aux utilisateurs.
Si vous recherchez un produit en précisant quelques critères, par exemple un vélo pour faire un trajet quotidien de 5 km, Google vous affichera en plus du résumé de vos paramètres clés une liste de résultats répondant à votre demande. Et donc voici l'exemple. Voilà, donc un bon vélo pour faire un trajet de 5 km quotidien. Là, toujours la même chose, il va essayer d'aller choper un peu les critères importants pour vous et vous faire une proposition en rapport avec ça. Et donc là, dans cette vidéo démo, en plus, ils vont faire le follow-up, donc qui permet de surenchérir et de préciser, de dire, ok, parmi les résultats, voilà ce que j'aimerais en plus de préciser que je l'aimerais en rouge. Et donc là, il va aller affiner un peu les résultats et hop, proposer celle qui paraît la plus adéquate. On voit aussi en bas qu'on a des réponses un peu toutes faites aussi, si jamais on veut aller un petit peu plus vite, il arrive à peu près à deviner. Voilà un peu pour l'expérience, on va dire, de base et qui risque d'arriver. Alors je sais pas si, je crois que dans l'article ils annoncent pas encore de date, ils n'ont pas dû en parler. Mais ça déjà c'est les éléments de base. Je réponds en même temps à vos questions. Attendez, parce que là j'ai raté pas mal de messages. Toi qui met top et toi, ouais, c'est la Yes Life là. Je reviens de la piscine pour le télétravail. Et non, tu vis ta meilleure vie. Antoine, t'as vu, on t'a pas vu avec Xavier sur le stream de 21h. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais faut qu'on l'organise mieux que ça. Mais en tout cas, tu vois que je suis présent. Je représente en tout cas dans les viewers. Xavier, joli ton absence. C'est vrai que Xavier, t'as fait ça? T'as démarré le stream à 21h et t'as dit je vous annonce que je lance un stream à 21h. Ça c'est bien ça. Tac tac tac. Vu comme ça a l'air sympa pour chercher des trucs précis et chelous. Par exemple, hier, je cherchais des lecteurs PC de mini DVD et UMD. Bref, en théorie, il devrait être capable, Wizard, de trouver ça. Je cherchais aussi si c'était possible de graver autre chose que de l'audio sur un UMD, MD et IMD, j'imagine. Et ben j'ai rien trouvé. Alors après, je pense que là, on parle d'expérience d'achat, on parle de voilà, potentiellement l'IA n'interviendra pas sur chaque requête, je sais pas moi. Ça se trouve, s'il n'y a pas de notion d'achat ou de choses comme ça, ben il y aura les résultats classiques. Après, ils se doivent de faire évoluer, on va dire, dans tous les cas, ils se doivent de faire évoluer un petit peu leur moteur de recherche pour répondre un petit peu à la menace, on va dire, d'OpenAI. Donc, je continue rapidement. Qu'est-ce qu'on nous dit encore dans l'article? Cette liste sera accompagnée de descriptions produits, d'avis récents et pertinents, de notes de prix, de photos, le tout basé sur le Shopping Graph de Google qui recense 35 milliards de produits. Et il sera également possible de continuer la recherche en demandant un complément à l'IA, comme ajouter un critère oublié, la couleur du vélo, bon ça c'est l'exemple qu'on a vu. À nouveau, le contexte initial de la recherche sera conservé. Et ensuite, pour terminer sur cette partie-ci, qu'est-ce qu'on nous dit? Mais ça ne se fera pas sans l'exigence de la transparence. Alors ça m'a fait un petit peu rire. Parce que je me suis dit, bon, ça fait un peu greenwashing là. Donc il dit, ça ne se fera pas sans l'exigence de la transparence. Le géant américain précise en effet qu'il prendra un soin particulier à distinguer clairement le contenu publicitaire des résultats organiques. L'approche responsable est aussi le leitmotiv de la firme quant à l'IA générative, OMG. Google se veut des plus transparents et responsables avec nous. Les modèles ont été entraînés pour respecter les normes de qualité de Google qui ajoutaient des garde-fous supplémentaires en limitant par exemple les capacités de l'IA à certaines requêtes. Et pour s'assurer de ce bon fonctionnement, Google ouvre la voie de l'expérimentation utilisateur via Search Labs, uniquement aux États-Unis pour le moment. Il sera possible dans les prochaines semaines d'avoir accès à cette Search Generative Experience pour tester des nouvelles fonctionnalités. Donc apparemment, il y aura une espèce de petit lab dans lequel on pourra expérimenter de nouvelles choses au niveau IA. Voilà. C'est orienté que pour l'achat. Là, je suis tristesse si c'est que pour acheter des... Mais alors, je sais pas si c'est que pour de l'achat, mais honnêtement, dans mes recherches que j'ai faites, j'ai essentiellement vu ça, ouais. J'ai essentiellement vu ça. Ouais, bon, cette vidéo de démo, elle est pas ouf. Ça fait très... Enfin, elle est très jolie, mais... personnellement, elle m'apportait pas plus d'informations.
En tout cas, voilà, moi, comme je te dis, j'ai surtout vu pour de l'achat, pour affiner un peu des critères d'achat, faire des recherches comme ça, etc. Après, est-ce que ça va être que ça ou pas, je ne sais pas. Hello Mine, comment ça va? Coucou à toi, coucou à tout le monde. Voilà un petit peu pour cette première partie du coup d'expérience, on va dire, de recherche en ligne. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Est-ce que pour vous c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que ça risque de flouder un peu les résultats? Puisque concrètement, vous allez quand même avoir un gros pavé qui va se fiche en plein milieu entre votre recherche et je dirais et les premières recherches classiques en quelque sorte. Est-ce que vous y croyez ou est-ce que pour vous ça va être quelque chose de plutôt gadget? Donc je vous montre, je peux vous repartager vite fait la tête que ça va avoir. Votre recherche, l'espèce de pavé, le follow-up et puis les réponses un peu rapides. Et après on commence un peu à voir les résultats juste en dessous. Alors, Olivier qui dit « Je n'utilise pas Google Search, donc OSEF pour le moment. » Ok, ça ne te concerne pas. D'accord. Mais tu fais tes recherches par Google ou pas du coup de base? Ou tu utilises d'autres alternatives? Juva bien, si Juva bien, Juvamine. Merci beaucoup. Désolé, c'est une remarque de gros boomer qui a vu des vieilles pubs. Merci à toi pour le follow. Bienvenue à toi. J'utilise d'autres moteurs. Ok, d'accord. Intéressant. Je fais partie de ces... je sais pas combien vous avez... Alors, 10% de gens qui utilisent autre chose que Google, à peu près. 10, 15% peut-être. Je sais pas. Je crois qu'ils ont entre 80 et 90% de part de marché, donc voilà. Alors ensuite, en complément un peu de tout ça, donc si on passe sur cette notion de futur de la recherche en ligne en quelque sorte, on va aussi s'intéresser et faire un focus sur la partie Bard. Donc Bard, là pour le coup, qui est le concurrent direct à ChatGPT. Donc plus sur la partie recherche textuelle, enfin en tout cas c'était purement textuel, mais cet article suivant du blog du modérateur nous indique que ça risque de changer, qu'il risque d'y avoir pas mal de modifications à ce niveau-là, et donc toutes les nouveautés Bard ont également été énoncées, donc on va les regarder ici. Olivier qui dit en France, ouais c'est plus de 90% de part de marché, je parie que son prénom est Elle, pourquoi? Oula, j'ai pas la vanne. C'est avec Bard, c'est quoi le lien? Faut que tu me donnes la réponse là. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau pour Google Bard? Google Bard, désormais accessible à plus de 180 pays. Google souhaite mettre Bard à disposition du plus grand nombre. Attendez, je reprends. Google souhaite mettre Bard à disposition du plus grand nombre en supprimant la liste d'attente et en ouvrant l'outil à plus de 180 pays et territoires, soit la majorité du monde. Parce que, alors, jusqu'à présent, en fait, il n'y avait pas de... C'était pas ouvert, c'était une espèce de bêta privée. Donc du coup, ils annoncent l'ouverture, on va dire, de Bard à plus de 180 pays. De plus, l'outil se dote de nouvelles langues comme le japonais et le coréen. Selon Google, le générateur sera bientôt en mesure de prendre en charge 40 langues. En revanche, il semble que Google Bard ne soit pas encore accessible en France, puisque effectivement il y a une page web dédiée, donc vous pouvez trouver ici bard.google.com, et effectivement il me localise en France et il me dit Bard isn't currently supported in your country, stay tuned, donc restez connectés, pour le moment c'est pas encore dispo dans votre pays. Alors, donc déjà une ouverture du coup sur plus de 180 pays et des nouvelles traductions, ça fait partie des nouveautés. Alibard, c'est ça? Bah, je vais me prendre pour un âne, hein, mais j'ai pas la ref, faut que je cherche. Qu'est-ce que c'est ça? J'imagine que c'est une personne ou je ne sais pas. Non mais là, ça va pas le faire. Hein. C'est quoi? C'est une arme, c'est ça? J'ai pas la ref, je suis désolé Olivier. Tu m'excuseras. Salut Nico. Hello Liberty également qui est présent. Donc, autre nouveauté, et c'est là que ça va être aussi intéressant, c'est qu'ils vont essayer de linker, on va dire, de faire un lien entre la partie Bard, donc purement recherche textuelle et tout, et Google Lens, donc plus la partie image. Et c'est là que ça va aussi devenir intéressant. Google améliore également la dimension visuelle de Bard. Ainsi, l'outil sera bientôt en mesure de proposer, en plus du texte, des images
en plus du texte, des images pour enrichir ses réponses. Vous pourrez lui poser des questions telles que quels sont les sites incontournables de la Nouvelle-Orléans et vous obtiendrez une réponse utile ainsi que des images riches qui vous donneront une bien meilleure idée de ce que vous êtes en train d'explorer. Donc il y aurait, en plus de la réponse textuelle, ça pourrait être enrichi, ça pourrait être des réponses enrichies avec des visuels, etc. Mais également, on va le voir plus loin. Ouais, bah, je suis désolé, Wizard, j'avais pas la ref. Je suis vraiment navré. Et donc, en plus de ça, on pourra faire le modèle inverse. C'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin dans l'article. C'est-à-dire qu'on peut aussi mettre des images en input de Bard. Donc c'est ce qu'ils disent juste après. Par ailleurs, Google Bard vous permettra d'inclure des images à vos prompts. L'outil, grâce à la technologie Google Lens, aura la capacité d'analyser la photo et d'en détecter les éléments clés. Donc on peut voir quelques petites captures. D'abord dans un sens, je fais une recherche textuelle, hop, je vais avoir une réponse enrichie avec de l'image. Je ne sais pas si on peut voir un peu plus gros. Voilà, enrichi avec de l'image, ok. Et dans l'autre sens, je peux mettre une photo en input et il va aller exploiter la technologie Google Lens et directement inclure en fait cette photo pour mes recherches dans le cadre de Google Bard. Donc vraiment l'image inclue dans la recherche dans les deux sens, quoi. Ensuite, ils ont annoncé des améliorations pour les développeurs. Depuis son lancement il y a quelques mois, Google Bard a été confronté à un certain nombre de critiques, en particulier concernant son incapacité à coder, parce que ça fait partie un peu des choses un peu waouh quand vous utilisez, comment dirais-je, ChatGPT. C'est que vous pouvez effectivement, les développeurs, avoir des petits snippets, des petits bouts de code ou résoudre certains soucis d'algorithmie grâce à ça. Et Bard n'était pas trop capable jusqu'à présent de résoudre ce genre de problème. Donc ils disent que ça va changer, que depuis l'outil a largement évolué, il s'est doté d'un nouveau modèle de langage, donc le Palm 2, ça c'est pareil, je crois que c'est une annonce, c'est la version 2 de ce modèle de langage. Donc voyez ça comme l'équivalent des normes GPT-4, etc. Côté OpenAI. Donc du coup, il s'est doté d'un nouveau modèle de langage entraîné sur un plus grand nombre de paramètres et est désormais capable de générer du code dans plus de 20 langages de programmation. Manifestement, Google souhaite poursuivre dans cette direction afin d'améliorer l'expérience des développeurs. Ainsi, une option d'exportation et d'exécution de code avec son partenaire Replit sera proposée. Dans un premier temps, il prendra en charge uniquement le Python avant de s'étendre sur d'autres langages. Donc en gros, vous pourrez faire des recherches, lui poser des questions sur certains langages, par exemple le Python ou autre, et ensuite il vous proposera un environnement pour pouvoir exécuter votre code. Donc, et c'est un partenariat avec Replit apparemment, je connais pas trop, mais voilà, qui permettra un peu d'exécuter ce langage. De plus, Google prévoit de mettre à disposition des citations de code plus précises avec des liens renvoyant vers les sources. Ça, on sait que c'est un truc qui avait fait pas mal jaser, notamment côté ChatGPT, où ils ne citaient pas leurs sources et que du coup c'était un peu du vol de propriété intellectuelle. Un dark mode sera déployé répondant à l'attente de nombreux développeurs. Voilà, donc on a quelques petits aperçus. Ensuite, autre dernière nouveauté sur la partie Bard, et puis après on enchaîne sur autre chose. Adobe Firefly qui risque d'être intégré du coup directement avec Google Bard. Donc Adobe Firefly, c'est la solution, on va dire, de génération d'images d'Adobe, qui est un peu un genre de mid-journée, mais du coup propriétaire par Adobe. Et qui du coup serait inclus, on va dire, à l'expérience Bard. Google a l'ambition d'incorporer des fonctionnalités à ses applications, donc exactement comme le fait Microsoft en fait, qui inclut du chat GPT un peu partout dans toutes ses applis. Google ferait un peu la même chose, donc du coup il inclurait à Docs, à Drive, à Gmail, à Maps, etc. Enfin tout l'équivalent, le pendant côté Google. Les utilisateurs pourront par exemple demander au générateur de rédiger un mail, puis le transférer en brouillon au sein de Gmail. Mais il y a également des extensions qui sont prévues, des extensions avec des partenaires extérieurs comme Kayak, TripAdvisor ou Spotify qui vont être proposées. Donc ça permettra d'étendre un peu, je pense, en termes de fonctionnalité. On aura la possibilité de basculer sur d'autres ou de faire communiquer avec d'autres types d'applications. Et dans les prochains mois, le générateur d'images Adobe Firefly sera
intégré notamment dans le chatbot, les utilisateurs auront la possibilité donc de générer une image via une recherche textuelle directement dans Google Bard, comme on peut le voir ici. Voilà. Mais il faut reprendre du début. Et en gros, voilà, c'est une recherche textuelle qui lui demande de faire une licorne avec un gâteau pendant une fête d'anniversaire. Voilà un peu. Ça, c'est pour la partie Bard. Donc on a vu en nouveauté d'abord le futur de la recherche en ligne, en termes d'expérience, comment ça va évoluer. On a vu du coup Bard, toutes les petites nouveautés qui vont arriver. Petite est un bien grand mot, sans jeu de mots. Et maintenant, on va enchaîner sur un autre aspect de la Google I.O. qui est le Duet AI. Donc, ouais, le nouveau map, ça a l'air incroyable. C'est juste après, on en parle juste après. J'ai gardé la cerise pour le dessert. La cerise sur le gâteau pour le dessert. Donc, troisième aspect, du coup, Duet AI, qui serait un peu le concurrent et le pendant, on va dire, de Microsoft Copilot. Donc je vous lis ça rapidement. L'entreprise a également présenté Duet AI, un assistant IA intégré à Google Workspace. Donc Google Workspace qui est un peu la suite quand vous vous intégrez à l'environnement Google, vous pouvez prendre effectivement une suite d'outils qui s'appelle Google Workspace. Et donc une nouvelle contre-attaque face à Microsoft, ça c'est ce que dit l'article, et son copilote IA, Microsoft Copilot, déployé il y a 2 mois. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En quoi ça consiste? Google avait déjà annoncé une phase de test de fonctionnalité IA pour Gmail et Docs, donc Google Docs, au mois de mars dernier, juste avant la présentation de Copilot. Mais l'entreprise ne s'arrête plus dans la conquête de l'IA et va encore plus loin avec l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'ensemble des applications Google Workspace via un assistant nommé Duet AI. L'objectif, c'est de placer l'IA générative au cœur des applications utilisées au quotidien par les professionnels afin d'optimiser leur processus. Donc, concernant Gmail, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? L'intégration de Duet AI à Gmail permettra notamment de demander à l'IA de générer des mails, mais également de vous assister dans l'organisation de votre messagerie avec le classement par ordre de priorité des mails, par exemple. Et puis Duet AI sera également intégré à l'application mobile Gmail. Ok. Au niveau de doc, ça vous permettra par exemple de rédiger des textes. L'assistant propose à partir d'un simple prompt d'écrire des textes qui peuvent contenir des titres, des paragraphes, des puces, des situations géographiques ou encore des champs intelligents. Je crois que de mémoire dans le test, il rédige, c'est celui-là, il rédige une offre d'emploi en fait, vous voyez, directement dans Docs et hop, ça génère. Après c'est très théorique, on sait comment c'est. Là comme ça paraît hyper magique, etc. Dans les faits, peut-être que ça sera pas aussi ouf et qu'il y aura certainement ça sera modulo un peu la pertinence des réponses, on va dire, qui vont être données par l'IA. Mais en tout cas, ça sera directement intégré. Après, ouais, on nous indique aussi qu'il y aura un correcteur orthographique qui peut vous suggérer des modifications liées au ton employé, à l'orthographe, à la grammaire, au style, aux répétitions de mots, et ce dans plusieurs langues, français, anglais, espagnol ou japonais. Voilà. Pour ce qui est de Google Sheets, donc l'équivalent d'Excel, on va dire, chez Google, Duet AI facilite notamment l'analyse et la gestion de l'ensemble de vos données. À titre d'exemple, l'assistant vous permet de classifier automatiquement des données en fonction de différents contextes. Autre usage visible ci-dessous, la possibilité de créer des plans d'action et des agendas pour organiser et gérer vos projets. Ainsi répartir les tâches facilement entre collaborateurs tout en gardant une visibilité globale. Voilà, donc plutôt une partie d'analyse, analyse de gestion des données, etc. Qui vous permettra on peut anticiper de créer des vues par exemple en fonction de tel ou tel besoin et de générer comme ça à la volée en fait un certain nombre de données. Typiquement, moi je vois bien, vous êtes une entreprise par exemple avec vous gérez toutes vos ventes, imaginons à travers cet outil-là, dire donne-moi les 3 top produits que j'ai vendus au cours des 3 derniers mois, machin, et hop, ça te sort des stats, tout va bien quoi. Xavier qui dit j'aime bien l'exemple de la job description, j'en ai 3 à faire. C'est pour ça que tu l'aimes bien en fait, parce que t'as envie de te limiter le taf, c'est ça l'idée quoi.
Mais oui, oui, dans l'idée, ça paraît formidable. Après, moi, le fait de le faire en démo, en général, ils préparent toujours plus ou moins bien. Quoique, à la dernière Google I.O., ils avaient fait justement un gros bid avec Bard parce que même pendant la démo, ça n'avait pas marché. Mais en règle générale, voilà, ils prennent pas tous les petits cas qui peuvent être un peu game changer, on va dire, dans notre quotidien. Ensuite, dans l'intégration Workspace, on a Slide aussi. Donc Slide qui est un peu l'équivalent de PowerPoint, on va dire, mais côté Google. Vous avez l'habitude de créer vos présentations avec Google Slide. Duet AI vous fera économiser un temps précieux. En effet, l'outil est capable de générer des images à partir d'une requête textuelle, comme le montre le visuel ci-dessous. Ça veut dire qu'on peut potentiellement imaginer qu'un jour, on lui dise crée-moi une base de template, une base de slide sur la thématique du no-code, par exemple, ou sur la thématique des chiens. Et hop, ça va aller prendre, ça va aller injecter les titres. On peut imaginer aussi qu'il pourra même faire la présentation, la base de la présentation pour couvrir un sujet. Mais surtout, ça peut générer à la volée des images et venir alimenter un peu votre présentation. Ça, c'est plutôt intéressant. Et donc pour terminer, dans la suite, on va dire, dans la Google Suite, Workspace, donc, la partie Meet, donc Google Meet, qui est la partie visioconférence. Donc, qu'est-ce que va faire Duet AI dans ce cas-là ? L'intégration de l'assistant IA de Google Meet vous permet de générer des arrière-plans afin d'ajouter une touche d'originalité à vos réunions. Il suffit de rédiger une requête pour que Duet AI vous propose un background correspondant. Et donc, on a un exemple ici. Personnellement, je trouve ça méga gadget et méga useless. Ça, je vois pas trop l'intérêt d'un truc comme ça. Utiliser de l'IA juste pour faire un background, bon, c'est bien, mais c'est un peu triste quand même. Là, ça fait vraiment, on exploite le truc jusqu'au bout, au bout. Voilà. Je serais beaucoup plus impressionné et je trouverais ça beaucoup plus intéressant qu'ils prennent et qu'ils rédigent à la volée toute la transcription, enfin je pense qu'il le fait déjà plus ou moins, mais qu'il puisse capter en fait la transcription d'une réunion et qu'il en fasse un compte rendu. Ça, je pense que oui, pour le coup, ça serait hyper intéressant. Mais bon, faire un background, est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Et donc pour conclure sur tout ça, si les fonctions donc effectivement l'article conclut en disant Google Duet versus Microsoft Copilot, le duel continue. Donc effectivement tout ça est en phase de test, mais les autres options proposées par Duet AI seront déployées auprès des testeurs de Google Workspace Labs dans les semaines à venir. Donc il n'y a pas vraiment de date annoncée. À noter qu'il existe une liste d'attente pour s'inscrire, etc., etc. Une chose est sûre, c'est que Duet AI vient et permet à Google de concurrencer Microsoft et son Copilot. Donc c'est un peu la réponse du berger à la bergère. Et puis voilà, ils disent dans la course de l'IA, Microsoft et Google se rendent coup pour coup et les deux géants de la tech pourraient bien finir par réinventer les usages au travail. Ça c'est vrai, hein, c'est-à-dire que déjà là, quand on voit la partie refonte graphique et refonte d'expérience en fait comment dirais-je, de la partie recherche en ligne en fait, tel qu'on l'a vu, effectivement il y a beaucoup d'usages qui vont être rechangés, remodifiés et qui vont nous impacter dans notre quotidien, quoi. Alors déjà ça c'était vraiment, on va dire, la partie la plus je dirais la face émergée de l'iceberg, mais il y a eu quelques petites je dirais annonces aussi qui n'étaient pas spécialement attendues, mais qui pour autant sont assez sont plutôt positives. Et donc parmi celles-ci, il y a une évolution de Google Maps. Donc Google Maps qui est je dirais la solution je pense que tout le monde sait qu'est-ce que c'est Google Maps, j'ai pas besoin de le redétailler. Donc il proposerait en fait une évolution de l'expérience Google Maps avec une vue immersive 3D, ce qui est, si on en croit les visuels, assez prometteur. Donc ça va être le dernier article en fait pour couvrir un peu cette partie de Google I.O. et puis après on refermera là-dessus, on enchaînera sur d'autres sujets. Donc qu'est-ce que nous dit le blog du modérateur là-dessus? Une nouvelle vue immersive pour vos itinéraires sur Google Maps. Google annonce une toute nouvelle façon de voir vos parcours sur Maps. Comme vous
pouvez le voir sur la vidéo ci-dessous, une nouvelle vue immersive va faire son apparition dans l'application. Elle permettra de réellement visualiser nos itinéraires souhaités, l'apparence des routes, mais aussi de l'environnement. Il sera possible de zoomer pour obtenir une vue à vol d'oiseau du trajet. Voilà, bon, ils disent que ça utilise l'IA, tout ça, on s'en fout. Pour rappel, l'an dernier, Google avait présenté une vue immersive pour explorer les grandes villes en créant une représentation haute définition d'un lieu, comme par exemple Big Ben à Londres, afin que les utilisateurs puissent découvrir une visite. Et donc là, ça serait plus généralisé. Donc je vous montre la tête que ça va avoir. Si vous voulez regarder, c'est maintenant. Hop, donc je mets ça en plein écran. C'est bon. Voilà, donc on aurait effectivement cette vue un peu 3D avec toute une représentation de l'environnement. Ça me fait tout à fait penser à la map. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de monter dans une Tesla, mais quand vous êtes dans une Tesla, ils arrivent comme ça en temps réel à voir directement effectivement ce type de... enfin, tous les environnements qui sont autour, s'il y a une poubelle, ce genre de choses. Et donc là, il y aurait... donc ça serait en temps réel, c'est-à-dire que vous pourriez voir... en temps réel le trafic des voitures, enfin voilà à quel point est-ce que le trafic est dense, et donc vous suggérez par exemple d'autres parcours, et après il y aurait d'autres indices comme par exemple la qualité de l'air, la température, etc. Donc tout un tas d'informations météorologiques qui apparaîtraient comme ça et qui seraient matérialisées et modélisées en 3D pour que vous puissiez très vite comprendre en fait l'état de la route. Voilà. Il y en a qui l'avaient déjà vu cette... Est-ce que vous aviez déjà vu cette évolution de Google Maps ou pas encore? J'ai l'impression que tout le monde dort ce matin là. Moi je trouve ça relativement impressionnant. Et alors je crois de mémoire qu'ils disent qu'ils croisent en fait autant les données de géolocalisation, etc. mais également tout un tas de photos qu'ils ont analysées prises vues du ciel, etc. etc. Est-ce que tout le monde est en vie? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a personne. Je me sens un peu solo là ce matin. Je me dis que peut-être j'ai bugué, je ne sais pas. Vu, j'ai trouvé ça ouf. Ouais, j'ai trouvé ça aussi pas mal. Après, à voir comment... Parce que là, le truc, c'est que c'est une vidéo de démo. Je ne sais pas si... est-ce que oui ou non, ça va être exactement comme ça, ou est-ce que là, c'était un pré-rendu. Mais par contre, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont capter les infos de trafic. Est-ce que ça va être, par exemple, les utilisateurs, typiquement, des gens qui utilisent en temps réel Google Maps ou qui ont un Android ou autre. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire pour... arriver à capter en fait les personnes. J'écoute avec attention. Ah, merci Liberty. J'avais peur d'être un peu bugué. Comme j'ai pas mal de soucis techniques ces derniers temps, ça aurait pas été impossible que depuis un quart d'heure je parle tout seul. Je suis là, mais j'étais juste au shot. Eh ben écoute, c'est un stream familial, hein, c'est un stream familial. On partage tout ici. Voilà, donc du coup, pour cette petite évolution, enfin, grosse évolution là pour le coup, de Google Maps. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Les utilisateurs auront la possibilité de vérifier le trafic, la météo, mais aussi la qualité de l'air. Il sera possible de voir l'évolution de ces paramètres au cours des prochaines heures pour pouvoir effectuer les meilleurs choix d'itinéraire. Et du coup, ils annoncent un déploiement dans 15 grandes villes à venir, dont Paris. Donc voilà, potentiellement, si vous êtes sur Paris, vous pourrez tester ça très rapidement. Voilà pour les grosses nouveautés. Je n'avais pas vu le nouveau Google Maps. Mais voilà, tu le vois du coup ici en direct. Voilà la tête que ça va avoir avec cette petite vue immersive. Et donc ce que j'expliquais pendant que tu n'étais peut-être pas ici, c'est qu'ils ont croisé visiblement pas mal d'infos, on va dire, des analyses de photos type Google Earth, etc. Enfin voilà, toutes de l'analyse d'image qu'ils ont. Couplé, je pense, à de la donnée temps réel, puisque de mémoire, il me semble que c'est eux qui sont derrière... Waze et compagnie, je crois. Donc voilà, ils ont beaucoup d'infos, ils croisent un petit peu tout ça et ça te permet de faire comme ça des vues 3D un peu plus immersives et surtout temps réel pour savoir un peu la qualité du trafic, etc. etc. Voilà, on referme un peu sur ce chapitre Google et I.O. avec beaucoup de nouveautés, donc c'est cool, ils ont été quand même au rendez-vous, j'ai l'impression, globalement. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont hypé ou pas? Oui, Waze is... ouais, il me semblait bien Liberty. De toute façon, je pense que derrière, ça doit être basé aussi sur la techno de Google Maps à la base, parce que toutes les infos de route, etc., je suis pas sûr que c'est un truc qui était refait à mon avis.
De mémoire, il me semble que ça se basait aussi sur... avant même qu'ils rachètent, ça se basait sur Maps. Mais enfin, ils utilisaient les services, je crois. Mais à reconfirmer. Les infos de trafic, ça paraît impossible, en tout cas, pas à la voiture près. Ben, alors, actuellement, si tu regardes Waze, tu vois des fois des petits... Alors, c'est vrai que c'est pas en temps réel à la voiture près, ça c'est sûr. Mais tu vois quand même d'autres utilisateurs. Je pense que... Alors après, il y a un degré de précision normalement au niveau des GPS. Tu peux pas genre... tu peux pas par exemple être représentatif, je dirais, au centimètre ou ce genre de truc, tu vois. Donc à voir à quel degré ça va être. Mais après, si déjà ça te fait une représentation visuelle, on va dire, de quelque chose qui... d'une donnée, genre par exemple, tu sais que... je sais pas, moi je vais dire une bêtise, mais imaginons tu as un chemin numéro 1 pour aller à ton travail et un chemin numéro 2, et tu sais que sur le chemin numéro 1, il y a globalement plus d'utilisateurs, bon, ben, tu vas représenter plein de voitures, alors que l'autre, il y en aura moins. Tu vois, c'est vraiment une représentation très visuelle et quelque chose de beaucoup plus immersif qui te permettra de comprendre assez rapidement en fait l'état du trafic. C'est ça qu'il faut retenir, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, ensuite, on va enchaîner effectivement sur un autre article. On va sortir un peu de cette partie Google I.O. et on va enchaîner sur un article de Presse Citron. Presse Citron qui nous parle d'un changement à venir assez conséquent qui risque pas mal de vous impacter puisque YouTube changerait un petit peu sa politique sur la partie blocage publicitaire, puisque jusqu'à présent, si vous aviez une extension type AdBlock ou un navigateur comme Brave ou autre qui bloque directement en fait comment ça s'appelle, les potentielles publicités et autres, vous pouvez bypasser et éviter d'avoir à payer en fait pour ne pas avoir de pub. Et ça risque de changer. Alors je vérifie un petit truc 2 secondes. Yes, c'est bon. Donc ça risque de changer. YouTube risque d'évoluer un petit peu au niveau de cette tolérance, on va dire, puisque techniquement c'est possible en fait de détecter que vous utilisez un bloqueur de pub. Donc que nous dit cet article? L'article nous dit YouTube a beau posséder plus de 80 millions d'abonnés à son service premium pour se libérer des publicités, il reste que la plateforme de partage de vidéos compte plus de 2,5 milliards d'utilisateurs actifs. Cela donne une idée du nombre de potentiels utilisateurs dotés d'un logiciel pour bloquer les publicités en amont ou durant les vidéos sur leurs ordinateurs. Puisque, c'est quand même énorme. 2,5 milliards d'utilisateurs pour, entre guillemets, que 80 millions d'abonnés. Ça veut dire que tous les autres, soit ils se mangent de la pub, soit sinon ils utilisent des bloqueurs de pub. Il n'y a pas d'autre explication. Mais ça va barder, on adore. Dommage que je ne peux pas t'attribuer des points en plus, mais je t'aurais mis un petit point pour la vanne parce que j'aime bien ce genre d'humour. Donc, qu'est-ce que veut faire aujourd'hui Google? Google veut aujourd'hui mettre un système en place pour mettre fin à ces dérives et barrer la route au système de blocage de publicité de YouTube. Les équipes de la plateforme de vidéo testent un nouveau système pour ne pas donner le choix aux utilisateurs. Ils devront désactiver AdBlock pour pouvoir utiliser YouTube. Même chose pour toutes les autres extensions de blocage de publicité équivalentes. C'est-à-dire que ne vous dites pas oui mais moi en fait j'utilise Ghostery donc ça va marcher. Non, c'est tout ce qui est blocage, bim, ça va se faire démonter quoi, c'est ça l'idée. En fait à partir du moment où ils vont détecter, je crois que c'est qui fait ça, je crois que c'est Sixplay par exemple, la plateforme de replay d'M6. Si vous utilisez des bloqueurs de pub, d'entrée, ils vous disent, même TF1, je pense qu'ils doivent le faire aussi, sur la version replay internet, ils détectent et ils disent, ben non, désolé, on a détecté que vous aviez un bloqueur, vous devez l'enlever. Voilà, c'est quelque chose qui est assez hardcore comme solution, mais en tout cas, YouTube y songe de façon très sérieuse. Donc, où est-ce que j'en étais dans mon paragraphe? Même chose pour toute autre extension de blocage de publicité équivalente. Cela reviendra donc à enlever aux ordinateurs leur privilège de s'affranchir de l'abonnement
YouTube Premium pour pouvoir être libéré des publicités et consulter directement le programme qu'ils souhaitent. Alors je me pose la question, est-ce que ça va être bon aussi pour... J'avais vu des solutions, alors je sais pas si vous connaissez ou pas, notamment une solution qui s'appelle P-All. Je sais pas si ça vous parle ça, P-All ou pas. P-All en fait c'est... vous connaissez potentiellement les Raspberry Pi, vous savez c'est les Raspberry Pi, je sais pas comment on dit en anglais. En fait c'est des espèces de petits boîtiers, des mini ordinateurs en quelque sorte. Et donc vous pouvez typiquement mettre un Raspberry Pi sur votre réseau internet, d'accord, local, et installer ce petit programme qui s'appelle P-All, qui est un bloqueur de publicité lié au DNS. Alors là, attention, ça va être un petit peu technique, mais je vais essayer de vous expliquer ça et de schématiser très simplement. L'idée en fait du P-All, donc vous installez ce petit boîtier dans votre sur votre réseau local, sur votre box internet ou que sais-je. Et à chaque fois qu'il va y avoir une requête sur votre réseau, potentiellement, le P-All va filtrer et il va aller regarder en fait si le nom de domaine associé, c'est-à-dire typiquement vous arrivez sur un site, il y a une pub qui doit se lancer, il faut qu'elle fasse un appel en fait vers, il faut qu'elle fasse un appel pour pouvoir se déclencher. Si jamais la requête en fait est détectée est répertorié comme étant d'ordre publicitaire, hop, il bypass directement il coupe en fait directement l'appel et donc vous ne vous mangez pas des pubs. Et en fait l'avantage de ça c'est que c'est directement sur votre réseau et que du coup n'importe qui, tati tonton qui se connecte sur votre box sera automatiquement protégé, vous protégez toutes les personnes qui vont être sur le réseau et donc pas nécessité d'utiliser un adblock ou ce genre de choses. Donc je sais plus exactement quel terme, comment est-ce qu'on appelle ça, je crois que c'est un proxy DNS, un truc comme ça, bref. Ça peut être, je me pose la question justement, est-ce que ce genre de solution type P-All va ou pas être concerné par ce genre de choses, parce que je sais pas si ça c'est détecté aussi, est-ce que ça peut être techniquement détecté ou pas. Mais sinon ça peut être une façon de bypasser ça. Et je vois que l'ami Corben a fait une vidéo sur une alternative à P-All, donc c'est fort intéressant. De quel outil s'agirait-il ? J'aimerais bien avoir le nom. Comme ça, j'irai voir ça hors ligne. AdGuard Home. Ah ouais, mais c'est... Bon, je me la mets de côté, j'irai voir ça. Voilà, je sais pas si vous connaissiez P-All ou pas, ce type de solution, mais intéressez-vous à ça si jamais ça fonctionne plutôt bien. Alors, donc du coup... Concernant en tout cas la partie adblocker plutôt classique, on va dire, jusqu'à présent, c'est ce que nous dit l'article, jusqu'à présent, on souscrivait à YouTube Premium en majeure partie pour cet avantage sur les publicités, plus que pour les services additionnels qui comprennent les vidéos hors connexion ou encore la lecture en arrière-plan avec possibilité de verrouiller l'écran. YouTube Premium apporte un accès complet à YouTube Music, donc en plus de ne pas avoir de pub, on a également un accès complet à YouTube Music, l'application additionnelle de Google, pour concurrencer Spotify, Deezer et autres Apple Music, mais tout cela à un prix 11,99€ par mois en France. Du coup, qu'est-ce que potentiellement YouTube pourrait proposer ? En fait, il proposerait d'avoir une... Hello Merliot, comment ça va ? Proposerait peut-être un forfait alternatif qui serait moins cher. Alors je crois qu'il parle de l'ordre de 2€ ou 3, je sais plus exactement combien. Parce que si vous devez prendre directement le big truc, 12€ par mois, on va dire quasiment, ça fait un peu cher, surtout si ce qui vous intéresse c'est uniquement ne pas avoir de pub, mais que vous en fichez de YouTube Music, etc. Donc c'est ce qu'ils pensent proposer. Donc ils disent une solution alternative pourra être pour YouTube de proposer une alternative à son offre premium qui allie à la fois le système de blocage des publicités et l'accès à YouTube Premium. Il pourrait peut-être avoir une offre moins chère qui ne comprendrait que le blocage des pubs sur YouTube, au même titre qu'il existe aujourd'hui un abonnement pour profiter uniquement de YouTube Music. Donc peut-être qu'il segmenterait, on va dire, potentiellement, et donc voilà, ça pourrait être une bonne alternative. Voilà, mais en tout cas, sachez que la fête risque d'être bientôt finie et que soit faudra payer, soit sinon faudra se manger des pubs. Voilà pour cette partie qui pour le coup conclut définitivement ce que j'avais à dire sur Google ce matin. Ça va les amis ?
Est-ce que vous êtes toujours là ou est-ce que vous êtes parti au boulot? 9h30 en général, il y a pas mal de gens qui partent au travail là, non? Je regarde combien on est. On est une vingtaine, c'est cool. On est une vingtaine, c'est cool. Alors du coup, on va enchaîner avec un autre article. On est là, j'écris mes job descriptions. Ah, t'es en train de tester. Je sais pas quand est-ce que ça va être. Par contre, quand est-ce que toutes les nouveautés vont être incluses. Tu vois, ils parlent de quelques semaines. Parce qu'il y en a qui sont membres du Labs ou je sais pas quoi, qui peuvent tester en avant-première. Perso, je le suis pas, donc... Dur les infos Google. Désolé, on est calme. Non, mais pas de souci, y a pas de souci. D'habitude, vous êtes plus déchaîné que ça, c'est pour ça, je m'inquiète. Je le fais à la main, du coup. Et en fait, pourquoi tu dois écrire une... T'as un job à proposer, Xavier? N'hésite pas à... Mets-le dans le chat, si jamais t'as des offres d'emploi. Peut-être qu'il y a des gens que ça intéressera. N'hésite pas à nous résumer ça. Que tu bosses dans quelle structure, du coup, toi, Xavier, de base? T'es salarié, du coup? Je recrute 3 personnes. Ah, t'es là, toi? Le mec arrive, bam, je recrute 3 personnes. Et dans quel domaine, du coup, ça serait? Est-ce que c'est dans le no-code, j'imagine? Ou pas forcément? Si jamais il y en a qui veulent du boulot, c'est le moment. J'attends la réponse. Je suis CTO d'une startup full no-code. Allez, là! Donne-nous le nom. Vas-y. Je vais te faire de la pub. Vu que tout le monde est calme ce matin, hein, je fais ce que je veux. C'est vendredi. Merci pour ton travail. Combien de temps tu passes à préparer ta mission? Ouf, si tu savais, je veux bien. En général, ça me prend... En fait, c'est très... Alors déjà, de rien. De rien pour ton merci. Ça me prend pas mal de temps. En règle générale, une matinale, ça dépend selon les... Ça dépend selon les... Je dirais selon les articles. Si j'ai des fois, tu vois, les articles tombent relativement vite et donc c'est cool. Et il y a des fois, ça retombe pas vite. Donc je dirais en moyenne, je dirais 3-4 heures au moins, minimum. Ça me prend, en général, je compte l'après-midi de la veille. Mais c'est très variable. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je vais arriver à le plier en 2h30. Parce que la recherche d'articles va être rapide. Je fais en fait une première passe dans laquelle je recherche un peu tous les articles qui me paraissent intéressants. Ensuite, je fais une seconde passe dans laquelle je sélectionne. En fait, c'est une première shortlist, on va dire. Donc, deuxième passe dans laquelle vraiment je prends ceux auxquels je pense que ça va être intéressant d'en parler. Et ensuite, troisième passe, sur chaque article, je vais surligner, m'imprégner, regarder aussi, parce que je me dis si jamais il y a des renvois vers d'autres articles et tout, comprendre, etc. pour avoir un truc un peu carré, quoi. Mais bon, voilà, comme hier par exemple, ça m'a pris un peu moins de temps parce que comme c'était la Google I.O., il y a eu au taquet d'articles là-dessus. Mais après, une fois que il y a des fois, j'y reste jusqu'à 22h, 23h parce qu'il n'y a pas forcément trop d'articles et donc il faut que je creuse un peu plus, quoi, tu vois. Après, voilà, ça dépend des fois. Mais quand te reste-t-il du temps pour ton... Et c'est mon travail, mon Kuji. Animer cette chaîne, en fait, animer cette émission, en fait, toute la communauté Déclic, en fait... Déclic, c'est un média qui est proposé par une agence qui s'appelle PicBeam. Peut-être que je peux en reparler, parce qu'il y a des gens qui sont un peu nouveaux. Donc PicBeam, qui est une agence toulousaine spécialisée sur les solutions headless, donc voilà, Jamstack, etc. Et en fait, ils m'ont recruté pour monter ce média-là. Parce qu'à la base, en fait, j'étais streamer sur ma propre chaîne qui s'appelle Anto Parle Web, mais qui parlait que de web créatif, voilà, de créativité en général. Donc c'est pour ça, si vous voyez mon pseudo dans le chat, vous verrez que j'ai une chaîne, hein, et vous pouvez vous abonner, etc. Après, là, je vous avoue que j'ai pas trop le temps de streamer sur ma chaîne perso parce que ça me prend déjà beaucoup de temps de gérer des clics. Regardez, je vais vous mettre un petit message. Voilà, ça c'est moi. Donc c'est une chaîne et en fait ça faisait 2 ans à peu près que je streamais dessus et donc PicBeam m'a contacté pour me proposer du coup de monter ce projet. Voilà. Mais voilà, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Ça prend beaucoup de temps, les matinales, puis c'est du récurrent. Il y en a 2 par semaine. Donc ouais, c'est plus plein d'autres choses parce qu'à côté on gère des réseaux, on gère plein d'autres trucs. Donc ouais, ça fait pas mal. Il y a même le logo de l'agence dans le stream. Non, il n'y a pas le logo. Non, après, le but, c'est d'avoir un média. Le but, c'est pas de faire du gros spam. Hein. On en parle régulièrement. Mais après,
Le but, c'est pas de... Régulièrement, on essaye de mettre en avant PicBeam parce que c'est normal, hein, c'est eux qui soutiennent le stream. Et donc, voilà. Puis, ils proposent du coup, si vous avez des projets de site internet, etc., vous avez besoin de conseils, franchement, n'hésitez pas à les consulter et tout. Après, à côté de ça, le but, c'était de monter un média qui rassemble un peu les personnes du numérique. Et donc, voilà, après, même si vous voulez postuler, ce genre de choses, n'hésitez pas. N'hésitez pas, franchement, à les contacter ou à me contacter. Vous pouvez me MP, hein, sur Discord, sur Twitter, surtout. Et voilà. S'il y a des questions, je suis là, hein, n'hésitez pas. Atomisty, j'ai vu ton petit emoji. T'inquiète pas, ça reviendra un jour en top par le web, mais c'est juste que là, c'est pas encore le bon moment. Il faut juste, je sais pas comment le réintégrer en fait. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions. Alors, on va enchaîner du coup sur un autre article. Reprenons un peu le fil de cette matinale. Un article toujours de Presse Citron et ce scandale, je dirais, pseudo-scandale. Des micros qui seraient utilisés en continu sur WhatsApp. Que se passe-t-il sur Android? Donc en fait, pour résumer rapidement l'article avant de rentrer dedans, il y a pas mal de personnes qui ont remonté le fait que, je dirais, le fait que leur micro serait déclenché un peu à leur insu. Et il y a notamment un ingénieur de chez Twitter, donc c'est pour ça que ça a aussi pas mal fait parler, qui a pu témoigner un peu de tout ça. Mokuji, c'est assez surprenant un tel budget Twitch de la part de la société, mais c'est super. Eh oui, c'est ça. Alors c'est exactement comme tu investirais sur... Voilà, il y a des gens qui font des podcasts. Tu regardes Supernatif, c'est une agence derrière. Hein. Tu regardes, je sais pas moi, le podcast... comment ça s'appelle Oula, j'ai un trou de mémoire. Le podcast de Mathieu Stéphanie, l'agence Cosa Vostra. Cosa Vostra, ils produisent je sais pas combien de podcasts. Donc voilà, c'est juste un pari sur un média. Et c'est pour ça que je vous dis, effectivement, c'est super parce qu'ils nous permettent d'avoir ce type de contenu. Donc n'hésitez pas à aller les consulter, aller voir un peu ce qu'ils font, PicBeam. Je pense que voilà, ça fera plaisir, même sur les réseaux. Si jamais vous voulez de temps en temps les féliciter pour l'initiative, ça leur fera bien plaisir, je pense. Alors du coup, je vais lire rapidement cet article de Presse Citron. L'application Android de WhatsApp est dans la tourmente et il est une nouvelle fois question de vie privée. En jeu, une prétendue activation sans autorisation et de façon très régulière du micro des smartphones des utilisateurs de la messagerie instantanée. Sur le milliard d'utilisateurs, ils sont des centaines de millions probablement concernés, d'autant plus que l'application n'aurait pas besoin d'être ouverte pour que l'enregistrement audio ne s'active. Il s'agirait d'un bug, se défend Meta, la maison mère de WhatsApp, d'Instagram et de Facebook. C'est ainsi que la révélation du bug, c'est ainsi que depuis la révélation du bug, aucun correctif de sécurité n'a encore été publié, que ce soit côté Google qui gère Android ou du côté de WhatsApp. Donc là, en fait, vous pouvez voir, c'est cette personne, la Fouad Dabiri, qui effectivement est ingénieur visiblement chez Twitter et a tweeté en fait et a partagé cette capture d'écran où on peut voir en fait, je crois que c'est en lien avec les, comment ça s'appelle, les voilà, Microsoft Usage, donc c'est quelque chose auquel vous pouvez avoir accès directement quand vous êtes sous Android. Et ils voient WhatsApp à des heures un petit peu random, même à des heures où le gars était en train de dormir, donc légèrement flippant. La faute Android ou à WhatsApp, ça c'est la question. En tout cas, Meta veut rassurer sur la nature même du bug. La société explique qu'il ne s'agit pas d'un bug qui active le micro, mais d'une erreur d'attribution d'informations dans le tableau de bord de confidentialité Android. Autrement dit, les messages affirmant que WhatsApp a fréquemment accédé au micro seraient faux et le micro serait bien éteint. Donc en fait, ça serait au niveau du board qu'il y aurait un bug qui dit que le micro est activé alors que pas du tout. Le micro serait bien éteint, pourtant certains utilisateurs confirmaient bien que le petit témoin lumineux présent sur certains modèles de smartphones pour avertir de l'utilisation du micro ou de la caméra se serait bien allumé. Vous savez, c'est l'espèce de petite LED là dans laquelle on peut voir est-ce que le micro ou la caméra sont activés. Alors ensuite on a une citation, WhatsApp est passé par son compte officiel commercial sur Twitter pour faire sa déclaration que voici.
Au cours des dernières 24 heures, nous avons été en contact avec un ingénieur Twitter qui a signalé le problème avec son téléphone Pixel et WhatsApp. Nous pensons qu'il s'agit d'un bug sur Android qui attribue à tort des informations dans leur tableau de bord de confidentialité. Nous avons demandé à Google d'enquêter et de corriger. Pour certains utilisateurs, l'accès au microphone ne serait pas uniquement en provenance de WhatsApp. L'un d'eux montrait sur Twitter que son application Amazon Shopping était elle aussi friande des enregistrements micro. Donc voilà, visiblement c'est un peu le dashboard qui ferait les siennes. Mais on n'en est pas totalement sûr. Atomisty, bizarrement, ce genre de choses ne nous étonne même plus. Ben oui. Enfin, c'est quand même flippant. Hein. Moi, je me dis avoir mon micro, ma caméra activée de façon un peu random, y compris la nuit. Bon, après, quand tu te dis c'est y compris la nuit et que le téléphone est éteint, c'est là que tu te dis potentiellement c'est un bug plus côté dashboard, à mon avis. La chronologie d'utilisation du microphone par WhatsApp reste très alarmante. L'ingénieur chez Twitter se questionnait comment cela pouvait être possible que son micro s'active sur son smartphone, y compris lorsque ce dernier dormait en pleine nuit. Voilà, donc faites attention en tout cas, hein, si jamais vous êtes Android WhatsApp, vérifiez bien dans vos paramètres de confidentialité si oui ou non vous avez la même chose. Mais pas trop je pense qu'ils vont communiquer bientôt là-dessus, j'espère en tout cas. Et il semblerait que ce soit plus un bug côté affichage, on va dire, que véritablement un accès au micro. Voilà pour cette news et on va conclure et terminer cette matinale placée sous le signe de Google évidemment. Ça, je ne pouvais pas trop faire autrement. Avec une dernière news hyper intéressante. Moi j'ai trouvé ça, je pense que ça peut être vraiment game changer. Amazon qui lance donc Amazon Anywhere, sa boutique intégrée au monde virtuel et aux jeux mobiles. Donc, en gros, Amazon débarque sur la partie achat in-app, on va dire, et du coup étend un peu plus son spectre de marchands en ligne, on va dire. Alors, que dit l'article de l'usine digitale ? Ça dit ceci, Amazon vend de tout et il vend partout. Le marchand a lancé le 9 mai son nouveau concept de boutique embarquée Amazon Anywhere qui permet d'acheter des produits directement dans des jeux vidéo, des mondes virtuels et d'autres applications mobiles sans sortir de son environnement. La première boutique a été ouverte dans le jeu en réalité augmentée Peridot. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce jeu Peridot, je vous montrerai juste après une vidéo, ça a l'air assez ouf comme jeu. Une sorte de Tamagotchi imaginé par le créateur de Pokémon Go, la société Niantic. Le système fonctionne en reliant son compte Amazon au compte créé dans le jeu. Dans le cas de Peridot, je ne sais pas si on dit Peridot ou Perido, mais bon bref, il est possible d'acheter du merchandising, donc des produits dérivés, on va dire, style t-shirt et tout. Voilà, par exemple des t-shirts à l'effigie des créatures rencontrées dans le jeu et des peluches. L'expérience d'achat est la même que dans la boutique Amazon et les achats sont éligibles aux avantages de l'abonnement Prime. Les achats sont par ailleurs visibles sur le compte Amazon du client, sur le site ou dans l'application. Donc là, vraiment, je trouve qu'on n'est pas loin du métavers là. On n'est pas loin du métavers parce qu'il y a cette notion effectivement d'économie virtuelle. Et donc, vous avez une boutique un peu virtuelle dans laquelle vous pouvez acheter des objets virtuels ou des objets dans la vraie vie. Et hier soir, j'ai re-regardé le film, comment ça s'appelle, qui parle justement de tout ce qui est métavers et tout. J'ai oublié. Attendez, je vais taper film métavers, ça va sortir de suite. Ready Player One, voilà. Et ça m'a fait tout à fait penser à ça, puisqu'à un moment donné, il achète une combinaison haptique, en fait. Ready Player One, c'est ça, merci Mokuji. Il achète en fait une combinaison haptique dans le jeu avec des crédits virtuels, sauf que c'est un truc qu'il achète et qui en fait arrive dans le monde réel, IRL quoi. Donc cette notion comme ça de lien un peu, ça me fait tout à fait penser. Pour les créateurs d'applications, il est aussi tout à fait possible de vendre dans leurs univers des produits que l'on trouve ailleurs sur Amazon. Alors il faut que je relise cette phrase. Pour les créateurs d'applications, il est aussi tout à fait possible de vendre dans leurs univers des produits que l'on trouve ailleurs sur Amazon. Ok. Faire du shopping dans les mondes virtuels était jusqu'à présent limité à des achats de monnaie virtuelle et d'objets numériques sans moyen facile d'acheter des produits physiques. Nous voulons changer ça. Ça, c'est ce qu'explique Amazon.
Le service est pour l'instant disponible uniquement aux États-Unis. Le jeu Peridot ou Peridot, je ne sais pas, a été lancé également le 9 mai. Il consiste à élever des petites créatures en réalité augmentée. Il est possible qu'à l'avenir, il offre davantage aux joueurs qui achètent dans la boutique in-game d'Amazon. Voilà. Donc, je vous montre vite fait. Ça, vous voyez déjà, c'est l'espèce d'aperçu. Et alors, si vous ne connaissez pas Peridot ou Peridot, je ne sais pas comment on dit, vous voyez, je vais vous montrer un petit aperçu. Je ne vais pas non plus trop tout montrer pour pas me faire strike. Mais, vous voyez, l'idée, c'est la vidéo un peu de démonstration où on voit de la réalité augmentée. Et un peu comme Pokémon Go, en fait, vous élevez en fait une petite créature. Voilà, via votre smartphone. Donc c'est les mêmes qui ont fait Pokémon Go, Niantic, qui vont monter ça. Donc je pense que c'est un peu gage de qualité quand même. Et vous allez pouvoir comme ça faire évoluer. C'est un peu un Tamagotchi nouvelle génération en quelque sorte. Bon, les créatures font vraiment penser à des Pokémon quand même. C'est un peu une DA différente, mais c'est quand même plus ou moins ça. Et donc en fait à l'intérieur vous aurez effectivement cette partie d'achat in-app, un peu comme vous pouvez acheter des skins sur Fortnite ou sur je sais pas quel jeu vidéo. Vous aurez possibilité d'acheter des items virtuels et physiques. C'est ça qu'il y a d'assez rigolo, c'est que vous pouvez aussi acheter des items physiques dans la vraie vie depuis le jeu en fait, et acheter un t-shirt avec votre créature préférée, etc., etc. Alors Mokuji qui dit ça peut cartonner si le rendu est comme dans la vidéo LOL. Ouais, mais franchement, je sais pas si tu as testé Pokémon Go, mais pour moi, techniquement, après j'aurais pas la prétention de dire comment ça fonctionne et tout, mais oh, j'aime bien les Tamagotchi du métavers, OMG. Mais pourquoi vous faites ça? Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient fait Ingress avant. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié ça aussi. C'était pareil, c'était le premier jeu qu'ils avaient sorti, Ingress, où c'était il fallait capturer des bâtiments, etc. C'était avant Pokémon Go ça. Mais je sais pas si tu as testé l'un ou l'autre, mais ça fonctionne plutôt bien. Et sur la partie Pokémon, je trouve que l'expérience était plutôt pas mal quand même, hein. Donc même si techniquement je sais pas ce que ça implique, pour moi c'est ni plus ni moins que, je veux dire, une refonte côté élément 3D, on va dire. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir un Pikachu, tu auras cette petite créature, mais après techniquement à mon avis c'est la même chose, hein, je pense. Donc il n'y a pas de raison que ce soit pas aussi ouf que la vidéo que tu as ici. Après, modulo le fait que ça va être au travers d'un écran, tu vois. Genre tu seras avec ton écran comme ça, tu vas pas les voir dans la vraie vie évidemment. Quoique, remarque, il y a la sortie du casque d'Apple, puisque Apple apparemment va enfin sortir son casque de réalité virtuelle / réalité augmentée. Donc peut-être que ça nous permettra d'être encore plus immergés, mais sinon sur le principe ça sera au travers d'un écran. Actuellement je crois pas qu'il y ait j'ai pas souvenir qu'il y ait comment dirais-je, de lunettes, ou je crois qu'il Google avait tenté un truc comme ça où tu avais des lunettes et tu avais de la réalité augmentée au travers, mais ça a fait un flop. Donc voilà, jusqu'à présent c'est plutôt au travers d'un téléphone. Donc moi je pense que ça peut être vraiment très très prometteur. Le principe du Tamagotchi a toujours fonctionné. Le principe de Pokémon Go a cartonné récemment. Tu mixes les deux, moi je me dis que ça peut marcher. En tout cas, retenez bien cette notion de Amazon du coup qui propose Amazon Anywhere, qui serait donc vraiment le côté achat in-app, etc. Et donc on lit un peu le virtuel et le physique, et donc ça peut vraiment être pour moi un game changer. Et donc voilà, ils vont vraiment s'intégrer partout. Il faut savoir que Amazon récemment a proposé aussi une offre pour pouvoir faire du Prime, quel que soit le site marchand. Donc n'importe quel site marchand peut aujourd'hui bénéficier de la livraison Prime. Donc vraiment, ils s'étendent partout. Et ils sont assez impressionnants sur ça, je trouve. Ça marche bien avec une bonne lumière naturelle. D'accord, bah après, il y a peut-être, j'imagine, il y a peut-être certains cas où c'est moins bien, ouais. Et j'ai des doutes sur l'intégration en AR chez soi avec une mauvaise luminosité, car Pokémon Go était toujours en extérieur. Ah, c'est possible. J'ai pas testé toutes les conditions, mais après, le peu que j'ai testé, j'ai trouvé ça quand même rigolo, quoi. Voilà un peu pour toutes les actus que j'avais à vous partager, les amis. Avant de conclure, je vais vous partager une ou deux ressources, comme je le fais souvent. J'ai vu du coup passer ce petit portail, CSS Portal,
qui vous permet en fait de customiser des loaders et de récupérer derrière le code en CSS. Donc ça c'est pas mal, enfin, HTML, CSS. Vous pouvez même customiser un peu la couleur, etc. Dire je le veux de telle et telle couleur, jouer sur la vitesse, le speed du loader, etc. Et vous avez directement le code qui est généré et vous avez plusieurs choix. Vous avez des spinners, vous avez des boutons, vous avez des progress bars, etc. etc. Donc c'est vraiment bien fichu ce truc. Je vous partage ça du coup, je vais le mettre déjà sur le Discord. Alors attendez, Discord de Déclic, où est-il? Ici. Voilà, pour celles et ceux qui ne sauraient pas, nous avons un Discord. Vous faites point d'exclamation Discord et comme ça, vous pouvez venir discuter avec nous tout au long de la semaine. Tac, donc ça, c'est la première ressource que je vais vous partager. Et la seconde ressource que je voulais vous partager, c'est celle-ci. Donc c'est un site qui s'appelle Total TypeScript et qui propose un cours gratuit, c'est là que c'est ouf, pour les gens qui font du React par exemple et qui ne sont pas encore totalement à l'aise avec le TypeScript. Voilà, donc ça s'appelle React with TypeScript. Hop, je mets ça aussi sur le Discord. Voilà. Hop, et alors je crois que c'était JP justement, parce qu'on avait déjà partagé, qui m'a dit qu'il y en avait un autre aussi, un équivalent, toujours sur le même site, qui s'appelle Zod. Alors du coup, j'ai pas bien compris quelle était la différence entre les deux cours. Celui-ci, c'est quoi? Ah ok, ça concerne Zod. Ok, j'ai pas bien capté. Ok. Bon, moi en tout cas, ce que je voulais vous partager, c'est ça. Mais de toute façon, après, vous pouvez aller voir directement le site Total TypeScript. Et il y a pas mal de ressources là-dessus. Donc voilà, c'est plutôt cool.